nous abordions notre ordre du jour. Je vous propose, Desmocol devait nous faire un petit point sur la Covid, et je propose que Marie-Laure nous fasse un petit point rapide. Merci. Alors les chiffres sur la France aujourd'hui, il y a 2 324 216 cas référencés depuis le début de l'épidémie, 14 595 nouveaux cas en date du 9 décembre. Le taux de positivité des tests PCR et antigéniques est de 6,4% sur la France. 25 526 patients hospitalisés actuellement au niveau national pour 3 038 hospitalisations en réanimation. 39 009 morts depuis le début de l'épidémie. Sur l'Île-de-France, le taux de positivité des tests est de 9,1% sur l'Île-de-France. Il y a 5 726 hospitalisations en Île-de-France avec 793 patients en réanimation. Sur le Val-de-Marne, le taux de positivité des tests est de 10%. Il y a 808 hospitalisations dans le Val-de-Marne, dont 85 hospitalisations en réanimation. Sur Villeneuve-le-Roi, le taux de positivité sur le centre de dépistage de la Grésy pour la semaine dernière est en moyenne de 11%. Alors les actions sur Villeneuve-le-Roi. Donc la réouverture d'un centre Covid dans le cadre de la pandémie à la demande de l'ARS et en partenariat avec la municipalité. Pour les acteurs médicaux et paramédicaux de la communauté professionnelle territoriale de santé, CTPS, Orly, Choisy, Thiers, Ablon et Villeneuve-le-Roi, Octave. Le centre sera ouvert les lundis, mercredis, vendredis et samedis matin de 9h à midi, avec adaptation des horaires et des jours d'ouverture en fonction des besoins des patients. Mise en place d'une équipe mobile pour surveillance et dépistage des patients à domicile, composée d'infirmières diplômées d'État, avec un numéro dédié. Alors, calcul des travaux menés avec l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges sur le SAMI et la surveillance post-hospitalisation des patients Covid après leur sortie. Bon, merci beaucoup. Voilà, c'est un peu ce qui fait l'actualité, l'ouverture de ce centre qui dépasse le dépistage, puisque là il s'agit, en plus des centres de dépistage que la ville a accompagnés auprès des pharmacies et aussi sur des labos de biologie et sur le stade de la Grésy. Là, on est passé sur une autre étape dans le cadre, comme l'a dit Marie-Laure, dans le cadre de la CTPS, c'est BTS. Nous avons là la chance de bénéficier d'un centre de traitement Covid, mais ambulatoire, voilà, c'est-à-dire extérieur à l'hôpital et pour autant pas à l'intérieur. Pour des raisons bien comprises, puisqu'on ne va pas mélanger les flux potentiellement malades de ceux qui ne le sont pas à l'intérieur des salles d'attente. D'où le fait d'un traitement à l'extérieur en collaboration avec le Val Office qui vraiment nous a beaucoup accompagnés. Et je voudrais remercier M. Verdugno à cette occasion, son directeur, qui a vraiment sur le site juste en face du au pays, nous a permis d'installer cet équipement, voilà, et cet accompagnement. Bien, peut-être un petit point d'actualité complémentaire. Oui, mais je vais vous laisser la parole, peut-être en petit point complémentaire, nous avons dans les écoles quelques cas qui reviennent assez régulièrement. On voit, comme les chiffres le montrent, qu'il y a une circulation du virus. Pour autant, ça ne se traduit pas non plus par l'explosion des hospitalisations en réanimation, puisque on voit que chez nous, comme ailleurs, il y a une décroissance et c'est tant mieux. Mais on voit que nous avons à gérer un nombre important, et je pense au contrôle de l'administration, que ce soit à l'intérieur de la commune, chez nous, à l'intérieur des services municipaux, plus exactement, nous avons à faire face à certains cas
de positivité, hein, mais aussi à des cas contacts, qui est un petit peu plus compliqué. Alors, pour les écoles, on a eu un point cette semaine d'actualité, enfin en réalité depuis 15 jours, un point d'actualité sur l'école Carpomar qui a fait l'objet donc d'un point d'alerte qui a démarré, pour vous faire les choses un peu rapidement, vendredi 27 novembre. Et donc à cette occasion, il y a eu un goûter anniversaire. C'est ce qu'il ne faut pas trop faire, mais voilà. Il y a quand même eu un goûter anniversaire qui était de nature à créer quelques désordres en la matière, et donc c'était le point identifié à partir duquel voilà, on a eu dans un premier temps, le 1er décembre, 4 personnes, 2 ATSEM, une enseignante qui ont été contaminées, et à la suite de quoi il y a eu un petit effet domino. Il y a eu aussi quelques enfants qui ont été testés positifs, des élèves, hein, des enfants de l'école maternelle. C'est une petite maternelle de 5 classes. Là-dessus, le 5 décembre, il y a un agent de perf qui a été testé positif, 2 ATSEM négatifs. Enfin, bon, je vous fais un petit résumé parce que là, s'y perdre un peu. Mais au bout du compte, dans ce calage, entre les positifs et les cas contacts, ça a généré quelques désorganisations, pas tant dans le corps enseignant, mais surtout dans le corps de nos ATSEM et aussi d'agents du PERF. Bon, dès le début, nous avons un protocole, hein, quand les choses se passent comme ça. Nous donnons des consignes, et la DRH pourra vous le confirmer, ainsi que le service du PERF, pour redoubler d'attention sur le nettoyage. C'est ce qui a été fait. Je parle sous le contrôle de Catherine aussi, qui pilote ça on ne peut plus finement, si j'ose dire, avec beaucoup d'attention. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Donc, on a vraiment poussé les choses assez loin, même si de ce fait, on a aussi des agents qui sont cas positifs, et ça arrive à désorganiser les services, mais comme je crois, même j'en suis absolument certain pour échanger avec d'autres maires, un peu le cas partout. Voilà. Et chez nous aussi. Voilà. Et donc, pour vous faire les choses de manière assez brève, j'ai eu des échanges avec à la fois l'ARS et le cabinet du préfet. Il faut savoir qu'une municipalité est aux ordres, c'est pas nous qui décidons de l'ouverture, de fermeture, de calage. Là, étant entendu que de toute façon nous n'avons ni les compétences, ni l'ensemble des informations, c'est bien l'ARS qui a une centralisation des cas contacts et qui peut arriver à établir une stratégie pour voir l'ampleur et la démarche à effectuer. Donc l'ARS a maintenu l'école ouverte, comme elle l'avait fait pour Jules Ferry il y a quelques temps. Nous aussi, on avait eu quelques cas. Pour Jules Ferry, la stratégie avait été un peu différente, puisqu'il y avait une classe fermée. Je parle sous le contrôle, Catherine. Là, cette fois-ci, non. Bon, le directeur de l'ARS disant aussi que, compte tenu de l'âge des enfants, ça influait. Bref, bon. Voilà. Donc, voilà ce qui a été décidé. Donc, du coup, l'école reste ouverte. Et puisque c'est pas la mairie qui décide de l'ouverture ou de la fermeture d'une école, je le redis. Et donc, sur ces entrefaits, la directrice a fait valoir un droit de retrait. Un droit de retrait qui à ce jour n'est pas accordé. Mais pour autant, elle est quand même retenue dans l'école. C'est une situation un petit peu compliquée, mais c'est la situation qui est compliquée par essence. Hein, voilà. Nous aussi, nous essayons de faire face comme on peut. Et donc voilà. Et de
ce fait, un message a été envoyé par la directrice aux enfants, aux parents plus exactement, demandant à ce que les enfants puissent être gardés à la maison compte tenu de cette situation. Bon. Néanmoins, et on a bien fait parce qu'on s'est douté que certaines personnes pouvaient être en difficulté pour garder leurs enfants, puisque c'est comme ça fait aussi partie des mesures à prendre en considération. Et donc nous avons institué un SMA, un service minimum d'accueil qui a vocation à recueillir les enfants. Et donc ce matin on avait 17 enfants et nous avons ainsi pu aider, mais quoi qu'il en soit, il y avait des enseignants. Donc voilà. Voilà ce stade où nous en sommes, bien évidemment, à la fois l'ARS et l'éducation nationale, le médecin de l'éducation nationale qui suit ça et les médecins de l'ARS, en lien en l'occurrence avec Brice Roucoul qui voulait apporter un petit élément puisqu'il a particulièrement suivi cette affaire-là, mais malheureusement il est retenu pour une urgence. Et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, cette affaire dure maintenant depuis une quinzaine de jours et c'est pas très simple à gérer au jour le jour compte tenu de la situation. Alors il faut savoir que quand même hier on a profité du mercredi pour vraiment bien tout nettoyer, tout aérer, etc. qu'on a pu, avec des agents qui n'étaient pas sur l'école. Donc voilà, on a essayé de faire au mieux pour répondre au mieux aux éléments qui nous sont imposés, à la fois la Covid et les décisions d'ouvrir, fermer une classe, l'école, le principal. Bien, voilà quelques éléments. J'espère que je n'ai pas été trop long. On a pris pour habitude, j'aimerais bien perdre cette habitude, mais de faire un petit point sur la Covid et la situation de la Covid sur notre ville. Je vous passerai aussi quelques détails sur la fiabilité de certains tests. Enfin, bon, j'ai quelques histoires un peu savoureuses à raconter, mais ça fait partie aussi des aléas de cette pandémie que nous découvrons et qui affecte bien la vie de notre ville, puisqu'on est sur la Covid. On a prévu de faire Noël dans ma ville, mais bien évidemment en adaptant tout ce qu'il est possible d'adapter, en suivant l'actualité au fil du pas et comme on a toujours fait. Voilà. Et donc il n'y aura pas, je vous le dis, tout frais, puisque le Premier ministre vient de l'annoncer, de séances de cinéma pour nos enfants. On avait tout prévu. On était prêts, fin prêt, donc voilà, tant pis, ça fait partie des choses. On verra si on arrive. Alors, vous aurez l'occasion d'en redébattre lorsqu'on abordera la saison culturelle. Ça vient impacter, les mesures de ce soir viennent aussi impacter très lourdement notre saison culturelle qu'on venait de complètement recaler et qui vient d'être complètement décalé, si on le peut. Voilà. Bien. Merci pour ce petit d'avoir attendu avant le conseil municipal pour ce point de situation. Voilà. Des demandes. Monsieur Chameau. Et je sais que la situation est difficile pour effectivement les maires. Je pense que notre responsabilité, c'est avant tout de protéger notre personnel. Donc j'entends bien que l'ouverture ou la fermeture des écoles dépend de l'éducation nationale, mais je pense qu'à un moment donné, quand le personnel semble être en danger, il serait aussi de notre responsabilité de ne pas les envoyer dans les écoles. Et je dirais après, l'éducation nationale prend ses responsabilités. Vous avez évoqué Calmoma, vous n'avez pas évoqué Cité d'Uni. J'aimerais que vous fassiez peut-être un petit point dessus. Et ma dernière question, ce serait sur le télétravail. Moi, j'aimerais bien savoir quel était le protocole de télétravail dans l'ensemble de la municipalité pour les agents. Voilà, pour savoir
ce que vous avez mis en place pour Bien. favoriser le télétravail là où c'est possible. Eh bien, s'agissant, alors bon, moi je vous dis tout de suite, n'ayant aucune connaissance médicale, je me garderai bien d'établir une stratégie et de savoir, M. Chameau, ce qu'il convient de faire. Moi je m'en réfère au corps médical, qu'il appartienne à l'éducation nationale, à l'ARS ou à la CTPS. Si une stratégie comme celle-ci a été déterminée, moi j'ai plutôt tendance à me méfier. Voilà. Je n'ai aucune compétence en la matière et je me garderai bien de déterminer une stratégie. Bien. Ceci étant dit, nous avons, s'agissant du personnel communal, eh bien, une partie, ceux qui le peuvent, font du télétravail. Et nous avons établi un protocole sanitaire qui a été validé par le CIG et adopté à l'unanimité du CHSCT, où nous avons déjà pris un peu de retard sur l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je me garderai bien service par service et sous-service par sous-service de vous dire aujourd'hui comment les choses s'organisent. Simplement, nous avons déterminé un dispositif qui s'appuie sur le bon sens, comme l'ont fait toutes les communes d'ailleurs, et toutes les structures et toutes les administrations. Il va de soi que c'est beaucoup plus facile de faire du télétravail quand vous êtes dans un grand corps d'État plutôt que lorsque vous êtes dans l'administration, dans l'éducation nationale et en face d'une classe d'école. Bon, donc ça c'est quand même assez clair. S'agissant de notre administration, l'administration communale, eh bien là aussi, vous avez tous les cas de figure entre ceux qui peuvent télétravailler et d'autres qui ne le peuvent pas par définition, sauf à ne pas travailler. Donc nous nous sommes conformés, nous sommes allés chercher à crise exceptionnelle, situation exceptionnelle et donc mesures exceptionnelles. On est allé chercher les éléments d'information et les consignes et les orientations si celles-ci évoluent. Et donc, je vous l'ai dit, le protocole qui a été mis en place s'est fait service par service, autour des chefs de service, dans le cadre de concertation. On s'est interrogé sur les volets qui pouvaient être télétravaillés, d'autres non. Alternativement, on a tous les éléments étant entendus, bien sûr, étant entendus, et là je voudrais tout de suite rassurer, dire que pour les agents les plus vulnérables, alors là la question s'est même pas posée, bon, et ils sont identifiés malheureusement, les agents de la ville qui travaillent et qui sont en situation de vulnérabilité, ceux qui ont des pluripathologies, etc. Alors eux, pour le coup, bien sûr, ils sont en autorisation spéciale d'absence. Donc voilà, la question du télétravail ne se posant que pour des personnes pour lesquelles la question peut se poser, bien évidemment. Voilà. Bien. Alors. Excusez-moi. Oui, monsieur Fontenberg. Oui, pour revenir sur ce que disait M. Chameau, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnels de la ville et certains se plaignent qu'ils n'ont plus de masques à disposition pour assurer leur service dans la ville. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, ceux-là qui n'hésitent pas, je vous le dis, qui n'hésitent pas, si vous pouvez avoir un rôle, dites-leur bien qu'ils aillent à la DRH où franchement, chacun a une dotation très largement suffisante. Il peut y avoir des gens qui les perdent, qui les jettent, on peut trouver tous les cas de figure. Mais si tel était le cas, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils aillent à la DRH. Parce que franchement, avec ce qu'on a fait comme dispositif, comme élément protecteur dans les accueils, dans les séparations, en isolement, on a essayé de tout imaginer, on a un peu de recul maintenant. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas en situation de difficulté sur le plan des masques. Voilà. Mais si vous le permettez, oui, allez-y.
Allez, et puis après, Simplement, je démarre parce que. Bon. Au début, ils ont reçu des masques en tissu, sauf qu'ils n'ont pas été renouvelés, et un masque en tissu a aussi une durée de vie. Qui est-ce qu'ils ont été Voilà. Moi, c'est les réflexions que j'ai eues. Oui, mais attendez, monsieur Faucambert. C'est les réflexions que j'ai eues. Non, mais C'est tout, monsieur Faucambert, la dernière distribution a eu lieu il y a 10 jours. D'accord? Donc, alors, je ne sais pas de quelle situation vous faites référence, mais voilà. Donc, franchement, non. Voilà. Ou alors, quand bien même une situation viendrait à se produire, que la personne n'hésite pas, la DRH est là pour ça, on a ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème. On en est même plus, nous, enfin, les consignes, et je regarde Muriel derrière, parce que franchement, si vous saviez, la difficulté, elle est plus de savoir, à titre de pression amicale, comment on invite de manière assez pressante tout le monde à mettre un masque. C'est plus dans ce sens-là que d'un manque de matériel. Voilà. Je sais que quand on a envie de critiquer, c'est bien d'orienter comme ça, mais ce n'est pas le cas. Renseignez-vous, n'hésitez pas. On ne va peut-être pas faire tout le temps, si on peut avancer un peu. Non, mais c'est pas une critique, c'est juste une remarque. Non, mais j'ai bien compris que c'était une remarque constructive. Bien, alors je démarre le conseil municipal. Il y avait juste une question sur le Covid, et du coup, simplement, le directeur départemental de l'ARS, il a publié une information comme quoi il y aurait 3 communes dans le Val-de-Marne qui seraient prochainement des communes sur lesquelles il y aurait du dépistage dans les établissements scolaires et donc Villeneuve-le-Roi. Est-ce que vous avez des informations sur ce dépistage éventuel? Non, sur Brassens, hein, c'est ça. Oui, si tu veux, Jean-Marie. Oui, sur Brassens, il y a. J'étais ce soir avec Denis Tripot au conseil d'administration au lycée Georges Brassens. Il y a effectivement un dépistage qui a commencé hier, il y a eu 178, je crois, personnes qui ont été testées, dont 20 personnes parmi les enseignants et le personnel administratif et le reste parmi les élèves. Le résultat, c'est un cas identifié chez un élève, sans doute lié à une contamination familiale. Mais voilà, ce sont les derniers chiffres, mais effectivement, il y a, je dirais, un test, je dirais, à grande échelle qui est fait sur le lycée de Brassens. Oui, c'est vrai. Je n'en ai pas parlé parce que les lycées ne sont pas tout à fait dans notre registre communal, mais depuis le 9, une vaccination, là pour le coup, la directrice d'académie m'a appelé me signalant qu'une opération de dépistage de très grande ampleur allait être pratiquée sur le lycée Georges Brassens. Voilà. Bien. Ça sera juste sur le lycée. Et Oui, sur le lycée. D'accord. Merci. Alors, Il y avait 5 lycées qui ont été identifiés dans le Val-de-Marne. ouais. Alors, on va peut-être démarrer notre conseil municipal. Bien. Alors, vous trouverez sur table une motion du regroupement drapeau que nous examinerons en questions diverses. Je vous propose d'adopter le compte-rendu par extrait de la séance du conseil municipal du 12 octobre. Les remarques? Oui, madame. Sur le règlement, j'avais voté C'est le voter contre. Contre quoi? Le règlement intérieur. D'accord, on va vérifier, on va rétablir ça. Elle n'est pas faire. Ok. Je vous remercie. Désignation des membres du conseil municipal qui siégeront à la commission locale d'évaluation des charges territoriales, la CLECT. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on désigne des représentants qui vont participer à une structure qui, en fait, est chargée sur la base, avec le territoire, sur la base de compétences transférées, d'établir la juste compensation du transfert de ces charges. Voilà. Autrement dit, quand on transfère une charge,
on en paye le prix, ce qui me semble être normal, même si nous avons peu transféré. Alors, je vous propose la candidature d'Élise Gonzalez comme titulaire et de Manuel Merlino comme suppléant. Cette claque. Demande de vote, je vous remercie. Bon courage à eux parce que voilà. Convention de mise à disposition gratuite de créneaux piscine pour l'école du Sacré-Cœur. Élodie Toury. Monsieur le maire, Didier Gonzalez a été sollicité par l'école du Sacré-Cœur d'Ablon-sur-Seine afin d'avoir la possibilité pour les élèves de primaire de se rendre à la piscine communale Nelson Mandela. La ville de Villeneuve-de-Roi ne contribue pas financièrement au fonctionnement de cette école, qui est fréquentée par un nombre important d'enfants villeneuvois. Il est donc proposé de mettre à disposition gratuitement des créneaux de piscine pour les élèves de l'école primaire du Sacré-Cœur d'Ablon-sur-Seine. Merci de délibérer sur ce dossier. Bien. Monsieur Chamon. Là, sur le fond, je n'ai pas d'objection, simplement je voudrais savoir le nombre de créneaux qui vont être attribués et si ça va être au détriment des écoles publiques de Villeneuve-le-Roi. Voilà, c'est tout. Parce qu'il n'y a aucun créneau qui est spécifié, donc je voudrais savoir l'ampleur de cette mise à disposition. Écoutez, vous me donnez l'occasion de dire un petit mot sur la piscine, peut-être, si Élodie veut consulter, ou y aller d'abord. D'abord pour dire que la piscine nous coûte très cher, mais la piscine est un formidable avantage pour les enfants. Puisque dans le cadre de l'éducation nationale, il y a une obligation, quand la commune le peut, s'il n'y a pas de piscine, pas de créneau, pas de séance. Mais quand il y a une piscine, une obligation, celle de réaliser 30 séances d'apprentissage. Sur la ville, nous en faisons 56. Et aujourd'hui, dans le cadre de la Covid, nous en faisons 40, malgré tout, de séances, au lieu des 30 prévus par le dispositif éducation nationale. Bien. À cela s'ajoute des stages pendant les vacances, où vous avez dû être sensible au fait qu'on essayait sur les stages de développer encore des choses. À titre gratuit, pour les enfants qui potentiellement pourraient avoir des difficultés dans l'apprentissage de la natation. Bien. Cela dit, avec l'histoire de la Covid, ça nous complique la vie. Ça nous complique la vie. Pourquoi? Parce qu'on a des parties importantes de nettoyage. On doit nettoyer et les accès sont un peu rendus difficiles, notamment quand on n'a pas accès aux vestiaires collectifs, comme ce fut le cas pendant un bon bout de temps. Bien. Donc, les phases de natation ont été, pour pouvoir optimiser l'usage de la piscine, les phases de natation ont été diminuées en nombre, mais augmentées en durée. C'est-à-dire qu'on est passé de 30 minutes de plage d'apprentissage à 40 minutes. Ce qui, en l'occurrence, d'après les personnels de la piscine, qui assurent l'apprentissage, c'est-à-dire nos maîtres nageurs et les directrices de la piscine, est plutôt pas mal, définitivement. Bon, on n'a pas trop fait exprès, mais c'est plutôt pas mal. Bon, alors, dans tout ça, évidemment, ça occasionne une restriction. Donc, nous avons privilégié les CP, alors même que ce n'est pas obligatoire, mais nous avons pensé que les enfants, à partir du moment où ils arrivent, c'est une question de sécurité que lorsqu'on a 5-6 ans, avoir la faculté de savoir se débrouiller. Bon. Donc on s'est dit, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Puis, nous avons privilégié les CE1. Pourquoi les CE1? Parce qu'il y a un test départemental. Donc, on les inscrit dans cette logique-là. Et enfin, les CM2, parce qu'il y a un test national, celui-là. Bien. Et on a gardé la totalité des collèges, des créneaux collèges. Je vous donne toutes ces précisions parce que j'ai vu que tout le monde ne savait pas, ce qui est normal, tout le monde n'a pas forcément accès
à toute l'organisation de la piscine, mais c'est quand même quelque chose d'un peu costaud. Voilà. Donc voilà le dispositif en place du fait de la Covid où nous avons privilégié l'intérêt pédagogique. C'est la raison les raisons pour lesquelles je réponds à une question écrite que vous avez voulu poser disant qu'il n'y avait pas les CE2 et les CM1, et pour ces raisons-là. C'est-à-dire que voilà, ils sont pris dans l'étape d'après. Voilà. Ou d'avant. Bien. Alors maintenant, pour être complet, nous accueillons les enfants d'Ablon de l'école publique, étant entendu que dans l'école d'Ablon, il y a pas mal de Villeneuvois. Alors là, c'est CP-CM2 aujourd'hui, alors qu'avant, c'était tous les enfants d'Ablon, mais eux payent les créneaux qu'ils occupent. Ok? Voilà. Quant à l'école du Sacré-Cœur, qui compte 70% d'enfants, Villeneuvois, 60. Voilà, 70% d'enfants villeneuvois, et un petit peu que, bon, voilà. Donc, nous avons eu une demande de créneau pour CE1, CM1, CM2. Bon. Et donc, là, ça va être gratuit. Et pourquoi ça va être gratuit? Elodie l'a dit, parce que nous ne versons pas de financement à l'école. Et donc, c'est le moyen de participer, merci. Et ce dispositif serait opérant à partir de mai et juin, c'est-à-dire que, en fait, vous avez compris que notre martingale suivait aussi l'évolution de la Covid et des restrictions vestiaires publics ouverts ou fermés, comme on a eu 3 fois dans la même journée d'ailleurs au passage. Donc, ceci ne vaut qu'à la situation actuelle. Voilà. Et pour un caractère opérant, mai et juin, c'est-à-dire de l'ordre de 3 à 4 séances, parce que le reste étant déjà parti sur la base de ces engagements-là. Et donc nous estimons qu'en mai et juin, on aurait cette possibilité, sauf s'il n'y en a plus du tout, nulle part, auquel cas le problème sera réglé, y compris pour les petits Villeneuvois. Voilà, maintenant je commence à être un peu prudent. Et là-dessus viennent se greffer, je le rappelle, les stages piscine gratuits pendant les vacances. Là vous avez tout le panorama, si vous avez des enfants, vous savez tout. Voilà. Demande de vote. Je vous remercie. Maintenant, une délibération technique relative à la cession de la parcelle dont on a déjà parlé pas mal de fois, la N126 à Millefolle, pour un projet complexe hôtelier. Manuel Marminet. Il est proposé une modification de la délibération 2017-12-202 concernant la cession d'une parcelle de la ville cadastrée AN126 située à Millefolle. Il a été autorisé par cette délibération la cession de cette parcelle pour la construction d'un terrain, d'un hôtel. Le porteur du projet a effectué des études de faisabilité nécessaires et un business plan. La crise du Covid étant passée par là, avec l'activité aérienne qui a baissé, ça a mis en déséquilibre le business plan prévisionnel. L'acquéreur est toujours intéressé pour implanter son hôtel de 3 étoiles qui apportera une plus-value à la ville et répond également aux besoins et aux attentes des entreprises et des habitants. L'acheteur nous propose de payer le prix d'acquisition en 3 fois en 3 ans afin de pouvoir commencer la construction du bâtiment en attendant leur effectivité économique. Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur la modification des versements de paiement de cette parcelle. Merci Emmanuel. Donc là, vous avez compris le truc, on a déjà débattu de ça, de tout, mais là c'est juste en 3 fois. La modification de cette délibération par rapport à celle de 2017, c'est que délibération qui est déjà exécutoire, c'est de la rendre exécutoire, mais en 3 fois. Voilà.
pour permettre la réalisation du projet dans le contexte particulier. Ce projet a déjà été présenté au Villeneuvois, vous l'avez trouvé, pour ceux qui ont bonne mémoire, sur les fêtes d'automne, où vous aviez carrément la maquette. Voilà. Alors là, pour être complètement précis, dans le calibrage, il y aurait une légère modification en fonction du nombre de chambres, mais ça ne va pas chercher très très loin. C'est juste un petit décalage entre des chambres et des appartements, mais ça fait à peu près 80 chambres pour 40 appartements. L'autre équation était 60, je ne sais plus, enfin bon voilà, c'est globalement la même chose. Voilà, et de surcroît, ça nous permet, et ça sera Champagne, parce que ça nous permettra de sortir de la ZAC des Vœux Saint-Georges. La ZAC des Vœux Saint-Georges, pour ceux qui ont eu le grand bonheur de connaître un peu l'actualité de la ville, c'était rien moins que 16 millions de dettes cachées qui se trouvaient planquées sous le tapis dans l'histoire de la Sideco et qui nous avait valu de figurer dans le rapport de la Cour des comptes nationale. Vous avez en 2001 Villeneuve-le-Roi avec cette histoire de ZAC des Vœux Saint-Georges. Une ZAC qui était complètement plantée et à force d'efforts, on a réussi à commercialiser et là c'est le dernier morceau. En réalité, pas tout à fait. On peut considérer que c'est le dernier morceau. Il restera après l'espace du lycée provisoire qui est occupé là par la région de France pendant la durée des travaux. Et donc il nous restera ce volet-là, mais d'ores et déjà la situation, et je parle sous contrôle de Manuel qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là il y a de ça quelques temps, en situation équilibrée. Voilà, demande de vote. Je vous remercie. Autorisation d'engager, liquider, mandater, tout ça, les dépenses d'investissement, mais seulement, y compris à caractère pluriannuel, jusqu'à l'adoption du budget primitif 2021. Alors là aussi, c'est une délibération complètement technique. Il s'agit de pouvoir prolonger l'exécution jusqu'au vote du budget. Cette fois-ci, ça se justifie de toute façon tout le temps, mais cette fois-ci encore plus avec l'histoire de la Covid, où je ne sais pas encore très tellement comment nous allons nous organiser. Bien. Donc voilà, les choses sont calées. Élise, tu veux dire un mot? Je me demande si je n'ai pas rapporté complètement. Oui, c'est ça. Oui, en fait, tout est dit. Donc c'est une délibération technique en effet, comme certains éléments financiers ne nous parviennent pas en fin d'année, on ne peut pas présenter le budget primitif avant le 31 décembre 2020. Donc il y a cette possibilité qui est prévue par l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales de pouvoir autoriser l'exécutif à engager, liquider, mandater pour permettre la continuité des services publics, avec une condition bien sûr d'engager dans la limite du cadre des crédits d'investissement ouverts sur l'exercice budgétaire précédent. Et ces crédits sont bien sûr seront inscrits au budget primitif 2021. Donc voilà, rien de plus. Bien, donc voilà. Demande de vote, je vous remercie. Alors, désolé, mais on a beaucoup de délibérations qui sont un peu arides, et celle-ci en est une. Les histoires d'admission en non-valeur. Donc ça, c'est demandé par le trésorier, mais il vaut mieux que je passe la parole à Élise. Donc cette délibération à nouveau est technique comme la précédente. Ce sont des délibérations qu'on passe en fin d'exercice pour apurer nos comptes et également ceux du trésorier, puisque comme vous le savez, on a à la fois notre compte administratif qu'on tient de notre côté et le compte de gestion qui, parce qu'on nous a dit ça, qui doit être exactement à l'identique, du côté du trésorier.
Donc, nous tenons compte des éléments qui nous sont envoyés par le trésorier et là, en l'occurrence, sur cette délibération, pour les admissions en non-valeur, donc il s'agit de titres qui ont été émis, mais non honorés. Donc, ces éléments nous sont envoyés par le trésorier et donc ça fait l'objet d'un courrier, c'est l'état des créances irrecouvrables, dans lequel ils nous précisent et distinguent bien à la fois les créances non exigibles, qui correspondent en fait aux effacements de dettes, et aux créances encore exigibles, c'est-à-dire celles où le recouvrement en fait, est compromis. Donc ça correspond en fait pour nous à un mandat d'admission en non-valeur de 16 868,45 centimes. Donc en fait, c'est à peu près sur une période qui s'étend de 2011 à 2019, et donc on prend simplement acte de l'état qui nous a envoyé vers le trésorier. Merci, c'est exactement ça. Donc, le trésorier, en fait, à travers cette délibération, nous demande, même si c'est un peu injuste, d'effacer des dettes, mais c'est comme ça, ce sont des boîtes qui ont fait faillite, des gens qui, pour des sommes des sommes très réduites, ne peuvent pas être poursuivis, c'est tout ce que... voilà. Et donc, comme le trésorier est responsable personnellement de la gestion de ses comptes, l'ordonnateur que nous sommes est obligé d'effacer la dette de façon à ce que le comptable sorte de cette responsabilité qu'il a, étant entendu qu'il a établi toute démarche pour faire son possible. Voilà, demande de vote, je vous remercie. Alors, régularisation des comptes du bilan non budgétaire. Ben, c'est encore aussi sympa, quoi. Élise. Alors, concernant cette délibération, les comptes du bilan non budgétaire, 40 471 et 40 171, là, ce sont les comptes du trésorier, parce que comme je le disais, on a le parallélisme. Et donc, en l'occurrence ici, ça concerne les revenus de garantie sur les fournisseurs lorsque nous passons des marchés et que nous restituons en fait à la fin des travaux. Sauf que dans certains cas, malheureusement, certaines entreprises ont fait des dépôts de bilan, donc des cessations d'activité. Et donc, passé le délai de 4 ans, la loi prévoit une prescription en fait sur ces revenus de garantie. Mais la situation est que comptablement, cela a été inscrit dans les comptes du trésorier. Donc, ce sont les comptes qui sont justement visés dans la délibération. Et donc, pour apurer les comptes, ils nous demandent, nous, de notre côté, de faire un titre de recette. Donc, pour nous, ça correspond à un titre de 1 946,63 €, donc au chapitre 77. Donc, c'est vraiment, encore une fois, des écritures comptables suite à des réalités financières. Je vous remercie. Merci. Demande de vote, je vous remercie. Ensuite, décision modificative à caractère budgétaire numéro 1 sur le budget principal. Élise. Alors, cette dernière délibération technique, cette fois-ci, donc une décision modificative du budget, cela fait suite à une décision de préemption du terrain au 51 rue du Colonel Fabien. Et donc, dans le cadre de cette procédure, il y a une consignation qui correspond à 15% de la somme. En écriture comptable, cela signifie qu'il faut inscrire ce montant-là au chapitre 275 en fait. C'est le 21 qui correspond à la consignation. Donc, pour ce faire, on va faire un virement de compte à compte, ce sont seulement des crédits, et donc on bascule les 37 500 de notre chapitre 21 au chapitre 27. Le chapitre 21 qui correspond en fait au montant que nous avions budgété au titre de nos acquisitions, et donc on fonctionne cette somme qu'on avait, simplement on la gèle au chapitre 27 puisque ça correspond à une consignation. Voilà, donc vraiment c'est un simple virement de crédit de compte à compte
Le montant global du budget, lui, reste inchangé. Bien. Et donc là, il s'agit, pour les gens qui ne voient pas où se trouve le 51 rue du Colonel Fabien, c'est une parcelle qui se trouve juste à côté de la bibliothèque, notre bibliothèque municipale, et vous savez que nous essayons d'acquérir les terrains qui sont contigus de façon à pouvoir avoir toute possibilité pour réhabiliter dans de bonnes conditions. Voilà. Demande de vote, je vous remercie. Alors, donc, on y revient. L'aide financière de la commune à la Croix-Rouge française pour faire face aux dégâts provoqués par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Béatrice Collet. Une partie des Alpes-Maritimes a été frappée par de violentes intempéries liées à la tempête Alex le 2 octobre dernier. De nombreux villages ont été dévastés par les sauts et les glissements de terrain. Des routes et des ponts ont été endommagés ou détruits. La Croix-Rouge française a lancé un appel à dons pour venir en aide aux victimes de l'intempérie. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une aide financière de 1 500 € à la Croix-Rouge française. Voilà. Je pense que c'est encore d'actualité. Demande de vote? Non? Pas de commentaires? Non? Bien. Allez, va. Nous passons à l'attribution d'une subvention pour la production des grands théâtres. On est magnanime, hein, vous voyez. Sandrine. Oui, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vais regrouper les 4 prochaines délibérations puisqu'elles concernent le secteur de la culture et de l'événementiel. Je pense qu'avec les annonces de ce soir, ces 4 délibérations prennent encore plus de sens. Ces 2 secteurs sont particulièrement impactés par la crise sanitaire. Depuis le début de cette année, pas de spectacle, très peu et aucune manifestation. Dans le cadre actuel, je vous propose de soutenir 3 compagnies de théâtre avec qui nous travaillons régulièrement et un prestataire animalier, Animaux et Instinct, qui est présent chaque année à différentes manifestations de la ville. La création d'une pièce de théâtre ou la préparation d'une animation nécessite des fonds pour les costumes, les décors, les accessoires et les artistes. Sans public, ces 2 secteurs subissent d'énormes pertes financières. L'association Animaux et Instincts, spécialisée dans les animations de rue, est présente chaque année aux Journées d'environnement, marché de Noël ou encore aux fêtes d'automne. Éric Blanchot est le représentant de l'association, à qui nous faisons appel chaque année pour la mise en place d'animations autour de l'animal, répond toujours à nos demandes spécifiques en fonction des thèmes abordés lors de nos manifestations. Il travaille actuellement sur le projet d'un livre ayant pour personnage principal une poule padoue prénommée Jacotte. Ce livre à destination des enseignants, des éducateurs ou encore des fermes pédagogiques aurait pour but de faire découvrir aux enfants de façon ludique les secrets des animaux, le tri sélectif et l'importance de la bientraitance animale. Villeneuve-le-Roi serait ville pilote pour des animations autour des thèmes de ce livre. La compagnie Viva propose du théâtre vaudeville, moderne et rythmé. Avec le fil à la patte ou encore le dindon, la compagnie a reçu un accueil chaleureux du public villeneuvois. Elle crée actuellement une pièce, La puce à l'oreille de Fédo pour octobre 2021. L'atelier Théâtre Actuel, spécialisé dans le théâtre dramatique, nous a présenté dernièrement Rupture à domicile et La machine de Turing. L'auteur, Benoît Solès, comédien et dramaturge français, est le premier à se voir décerner conjointement le Molière de l'auteur et le Molière du comédien pour sa pièce La machine de Turing en 2019 et son interprétation d'Alan Turing, personnage principal de la pièce. Actuellement, cette compagnie travaille pour créer une nouvelle pièce, La Maison du Loup, pour fin 2021. La compagnie Les Grands Théâtres vient régulièrement en résidence dans notre espace culturel pour créer et mettre en scène de nombreuses comédies comme L'Arnaqueur, Régime présidentiel, Gina et Cléopâtre et bien d'autres pièces,
en échange d'une représentation gratuite pour les Villeneuvois. Nous avons, grâce à eux, accueilli à Villeneuve-le-Roi Clémentine Sélarié, Georges Belair, Daniel Hénou, Thierry Beccaro, Véronique Jeuneste, et je m'arrête là parce que la liste est très longue. La compagnie prévoit la création de plusieurs spectacles pour la saison 2021-2022. En contrepartie de ces aides financières, l'association Animaux et Instincts propose d'intervenir dans une école de la ville. Les compagnies de théâtre nous proposeront des tarifs préférentiels sur l'achat de spectacles et, dans la mesure du possible, de venir faire la captation des pièces à Villeneuve-le-Roi. En aidant à notre niveau les secteurs de la culture et de l'événementiel, nous préparons la ou les saisons à venir. J'espère sincèrement que notre saison culturelle ou encore notre calendrier des festivités pourront reprendre leur cours normal très rapidement. Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'attribution d'une subvention de 2 500 € à l'association Animaux et Instincts, 5 000 € pour les compagnies Ateliers Théâtre Actuel et les Grands Théâtres, et 2 500 € pour la compagnie Viva. Je voudrais juste rajouter un petit point, un détail pour vous montrer que c'est le montant total de ces subventions, en fait, n'excède pas le prix d'une seule représentation de théâtre. Parce qu'une représentation de théâtre coûte entre 10 000 et 16 000 €. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Sandrine. Et effectivement, tu as complètement raison de dire que l'actualité met en valeur ces délibérations. D'autant plus que, vous l'avez compris, c'était des compagnies, ce sont des compagnies qui travaillent pour la ville, qui sont en lien très fort pour la ville, sont ou en résidence ou effectuent des théâtres, des prestations privilégiées pour nous. Je voudrais juste rajouter un petit mot parce que, en fait, dans les compagnies, le mot se passe et en fait, la salle et la ville de Villeneuve-le-Roi est très, très appréciée. Donc, je pense que nous allons accueillir de plus en plus de résidences. Voilà, parce que l'accueil vraiment est très apprécié et voilà, c'est très bien pour Villeneuve-le-Roi. Et en plus, les pièces de théâtre sont filmées à Villeneuve, donc Villeneuve-le-Roi, j'ai envie de dire, est exporté à la télé. Voilà. Donc, vu à la télé. Bien. Demande de vote. Je vous propose de voter pour d'acquérir ce vote pour les 4. Ça va nous faire gagner du temps. Ok? Pas de... Ok, tout va bien. Je vous remercie. Une autre délibération importante. Oui. Alors, celle-ci concerne la bibliothèque, puisque, en fait, les gens jettent de moins en moins leurs livres, déjà parce que ce n'est pas autorisé, mais la bibliothèque reçoit énormément de dons de livres. Donc, certains intègrent les rayons de la bibliothèque municipale, mais nous avons un grand stock de livres. Et donc, je vous propose en fait de faire une convention avec l'association Amaréal, qui est un libraire en fait sur Internet. Un libraire de livres d'occasion qui viendra récupérer les livres, qui les triera et qui les mettra en vente donc, sur son site internet. En échange, la ville recevra 10% du prix net hors taxe par livre vendu et l'association versera 5% du prix net vendu au fonds de Citre. Donc le fonds de Citre, juste petite information, en fait, a été créé en 2011 et en fait c'est créé par une famille de libraires, en fait, de père en fils. Et en fait leurs actions principales sont l'installation de boîtes à livres, les maraudes littéraires en partenariat avec le SAMU social, donc c'est accès aux livres sans abri, c'est pas négligeable, des lectures dans des centres de soins qui accueillent les enfants. Et en fait, leur dernière action mise en place est liée à la crise sanitaire puisqu'ils interviennent aussi dans les EHPAD ou résidences de personnes âgées. Voilà, je vous propose donc de voter pour la mise en place de cette convention. Très bien. C'est vraiment une belle démarche.
vraiment, je pense que c'est à souligner. On pourrait remercier le service culturel parce que ça fait sens. Demande de vote. Je vous remercie. Approbation de la convention mise à disposition de services entre la commune de Villeneuve-le-Roi et le CICIO. Élise. Villeneuve-le-Roi est membre du syndicat informatique le CICIO, avec 4 autres villes, Valenton, Orly, Choisy et Bonneuil-sur-Marne, donc qui gèrent ensemble les compétences pour la création et l'exploitation d'un centre informatique. Alors pourquoi cette convention de mise à disposition de services avec la commune de Villeneuve-le-Roi? Pour resituer les choses, en fait, il faut savoir que le CICIO n'a pas de service dédié pour gérer les ressources humaines de ses agents, de son propre personnel. Donc il a toujours été de coutume que ce service soit porté par une commune membre. Actuellement, il s'agit de Choisy-le-Roi, mais il se trouve que la situation n'était pas très régulière puisqu'elle se faisait sans convention. La commune de Choisy-le-Roi étant observée actuellement par la Cour des comptes, la Chambre régionale des cours des comptes, a donc entrepris de régulariser rapidement par un projet de convention qui malheureusement n'a pas été signé par l'ancien président du CICIO et qui donc est arrivé sous cette mandature. Mais l'ensemble des agents du CICIO ainsi que la direction ont fait savoir qu'ils n'approuvaient pas ce projet de convention avec la commune de Choisy, faisant état d'un grand nombre de dysfonctionnements au regard de cette mise à disposition. Donc un dialogue a été avancé avec l'ensemble du personnel, donc les représentants du personnel, la direction. Il a été proposé d'établir une convention avec le service des ressources humaines de Villeneuve-le-Roi, qui a été favorablement accueilli. Donc toutes les démarches ont été entreprises, les services se sont rapprochés, donc le CICIO et Villeneuve-le-Roi. Bien entendu, la commune de Choisy a été également concertée, est au courant, oralement et par écrit. Ils sont favorables également à cette migration qui fait également sens avec le fait que le CICIO a ses locaux à Villeneuve-le-Roi, et donc ça permet aussi de faciliter les échanges de dossiers. Donc c'est la raison pour laquelle cette convention du coup a été établie. Et je ne vais pas. Voilà. En tout cas, sachez qu'au niveau du CICIO, c'est assez attendu, puisque la situation actuelle, quand même, elle faisait état c'était pas une situation très chronophage pour la direction, avec de nombreux retards, et puis très anxiogène pour les agents, parce qu'il y avait un manque, ce qui ressortait surtout, c'était un manque de dialogue et d'éléments juridiques, de conseils juridiques dans l'accompagnement de leur carrière. Donc le texte, la convention qui a été présentée, donc est une convention pour 1 an. C'est également un choix des représentants du personnel qui a été entendu, qui bien sûr fera l'objet de tacite reconduction. Donc il prend effet au 1er janvier 2021, qui a fait l'objet d'un avis favorable par les comités techniques respectifs de Villeneuve-le-Roi et du CICIO. Donc pour le reste, je pense que tout est bien précisé, mais comme ça vous avez les éléments de contexte et pour comprendre cette délibération. Je vous remercie. Merci bien. Demande de vote. Je vous remercie. Création d'une direction de la sécurité publique et de la prévention. Donc de quoi s'agit-il? Décidément, on n'a que des délibérations un peu techniques, mais c'est comme ça, c'est fin d'année. Donc, cette proposition qui a recueilli un avis favorable du comité technique, en fait, est le reflet d'un montée en puissance des questions de sécurité sur notre ville. En tous les cas, c'est ce que nous portons comme priorité. Donc, cette montée en puissance fait que on est en train à travers cette délibération, de mettre en place le cadre qui va permettre justement
ce développement. Nous élargissons le spectre de la sécurité à travers des missions complémentaires à celles que la police municipale et les ASVP exercent à ce jour, comme certains constats d'urbanisme, des choses comme ça, puisqu'ils ont cette faculté, mais aussi un élargissement dans les moyens. C'est ce que nous avions aussi proposé dans le cadre de notre programme, l'élargissement des moyens humains et des moyens matériels. Des moyens humains d'abord, puisque nous voulons augmenter le nombre des agents avec un objectif au bout d'une vingtaine. On verra bien si on arrive à les trouver, parce que c'est pas toujours évident, et avoir aussi les profils qui correspondent aux missions attendues. Et donc, voilà en gros le cadre de cette délibération. Nous aurons aussi un développement des moyens, puisque vous savez que nous sommes engagés sur un développement de la vidéosurveillance, des véhicules aussi, puisque évidemment il faudra mettre des véhicules complémentaires en fonction des agents qui nous rejoindront. Mais pour revenir à la vidéosurveillance, nous avons pour projet de vraiment bien mailler la ville, plus que ça ne l'est encore, même si c'est remarqué et que le nouveau commissaire de Choisy, qui vient de visiter hier notre police municipale, soulignait le fait qu'on avait vraiment un outil performant qui c'est d'autant plus facile d'être performant puisque sur sa circonscription, les autres villes n'ont pas de police municipale, en dehors d'Ablon qui partage la Seine avec la nôtre. C'est d'autant plus facile de briller que Choisy n'en a pas, et Orly non plus. Donc il était assez impressionné par le dispositif et le professionnalisme des agents que je voudrais souligner et mettre à l'honneur. D'ailleurs, vous avez pu le voir à travers une émission que vous pourrez regarder pour ceux qui n'ont pas vu en replay sur Énergie 12, où justement on les voit particulièrement impliqués et engagés dans des situations qu'on ne voudrait pas trop voir se reproduire, mais qui sont aussi la réalité. Voilà. Donc voilà cette délibération technique, création d'une direction de la sécurité publique et de la prévention qui regroupe la police municipale et les ASVP. Demande de vote, Monsieur Fischer. Vous dites délibération techniquement, c'est pas une délibération, c'est une délibération éminemment politique et qui va entraîner une budgétaire. Vous ne pouvez pas le faire passer comme ça, puisque à la fois vous allez transformer certaines missions de la police et en même temps vous allez augmenter substantiellement les effectifs. Ce n'est pas anodin. Et moi, ce que j'aimerais bien, avant de prendre une position sur cette délibération, c'est qu'on ait un réel rapport d'activité, rapport d'activité qu'on vous demande depuis la création de la police que nous n'avons pas. Et moi, je vous demande donc le report de cette délibération et que nous puissions avoir un vrai débat sur les missions de cette police, les résultats de cette police, avoir des chiffres sur la criminalité, la délinquance, sur Villeneuve-le-Roi, chiffres que nous n'avons pas, d'avoir des rapports sur les réunions du comité local de sécurité, rapports que nous n'avons pas, nous ne savons même pas si cette instance se réunit, qu'est-ce qui est débattu, enfin un peu de transparence, puisque nous représentons nous l'ensemble des Villeneuvois qui ont voté pour les uns et pour les autres, et que ces Villeneuvois doivent bien avoir cette transparence. Donc moi je vous demande de reporter cette délibération et d'avoir un vrai débat avec un rapport chiffré, avec des bilans d'activité sur la police municipale. Est-ce que la criminalité augmente sur cette ville? Au-delà, effectivement, de la vidéo qui a été faite, qui quand même présente Villeneuve-le-Roi sous un aspect un petit peu négatif. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir quel travail fait la police municipale. Voilà, des chiffres.
réel, nous puissions effectivement nous prononcer. Parce que passer de 12 à 20 agents, ce n'est pas anodin. Voilà. Et par ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'y a pas, ou alors ça m'a échappé, d'adjoint chargé de la sécurité alors qu'il y en avait avant. Merci. Bien. Monsieur Faucambert. Oui, vous nous avez expliqué tout ce qui était au sujet de la sécurité publique. Et qu'est-ce que vous mettez dans la prévention? Oh, pardon, j'ai pas mis le micro. Ouais, Bien. Je voulais savoir, vous avez parlé de la sécurité publique. Et dans la prévention, je voudrais savoir ce que vous mettez. Je vais vous dire ce qu'on met. Prévention. Oui. Dans la prévention, monsieur Faucambert, quand on circule sur la ville, on fait de la prévention. Quand on s'arrête et qu'on fait des remontrances sans verbaliser, on fait de la prévention. Vous voyez? Quand on passe en porte-à-porte auprès des gens pour les visiter quasi systématiquement, on fait de la prévention en distribuant, en répondant aux questions, en créant du lien. C'est ça la prévention. C'est ça la prévention, c'est ça la tranquillité qu'on établit, c'est ça le lien qu'on fait avec la population. Voilà, c'est ça la prévention. La prévention, c'est sur la police municipale, ce volet-là. Ce n'est pas le seul volet que nous développons sur Villeneuve-le-Roi en matière de prévention. Nous faisons beaucoup de prévention à travers le service jeunesse, à travers tout ce que nous développons en échange avec les enfants, etc., et les jeunes. Mais s'agissant de la police municipale, c'est ça la prévention. C'est cette présence que nous faisons au quotidien, questionner les commerçants, vous verrez à quel point ils apprécient la présence de la police municipale et le nombre de fois que nous sommes passés à côté de situations difficiles parce que nous sommes là. Parce que les gens voient les caméras et ça fait de la dissuasion, ça prévient une situation compliquée. Alors moi, si je comprends bien, Monsieur Chameau, vous voulez parler, mais nous voulons agir. Et c'est, je crois, toute la différence qu'il y a entre vous et nous. Parce que nous avons pris un engagement, celui d'augmenter la police municipale, mais très clairement parce qu'il le faut. Parce que malheureusement, je ne sais pas si vous regardez les mêmes actualités que les miennes, mais quand je regarde les chaînes d'actualité, je vois ce que je vois en ville, ce que nous constatons tous les jours à travers les dépôts de plainte, les mains courantes, etc. Malheureusement, la société que nous connaissons aujourd'hui n'est pas celle de l'époque de votre enfance, Monsieur Chameau. Donc, nous en prenons acte. Notre société devient de plus en plus sauvage, pour reprendre des termes à la mode, mais c'est une réalité. Et donc, nous assumons nos choix. Et donc, nous n'attendrons pas. Pourquoi je vous ai dit qu'il s'agissait d'une délibération technique? Parce que passer de 14 agents à 20, eh bien, Monsieur Chameau, je n'avais pas besoin de cette délibération. Je pouvais continuer. J'en ai besoin parce que précisément, je veux étoffer mon dispositif et manifestement, vous n'avez pas tout à fait écouté tout ce que j'ai dit. Voilà. Mais c'est ça la réalité. Et nous sommes pressés d'agir. Donc nous allons très clairement, comme nous le faisons depuis que nous sommes là, nous construisons. Mais évidemment, je vois toutes les limites. Vous avez quelques difficultés avec la police municipale. Vous avez tout le temps voté contre. Vous avez toujours voté contre la police municipale. Alors là, je vois déjà dans votre démarche un certain progrès. Vous voulez qu'on en parle. C'est déjà ça. Mais nous n'en parlons pas, nous agissons. Voilà la différence qu'il y a entre vous et nous. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les Villeneuvois se sont aussi clairement positionnés. Bien, je mets aux voix. Ceux qui sont d'accord, manifestant dans la main. Je vous remercie. Contre 1. Abstention. Bien.
quand je revois toutes les étapes. Création de la police municipale, M. Chamon-Comte. Armement de la police municipale, M. Chamon-Comte. Le commissariat vote sur la création du poste de police, et vous allez nous faire croire que maintenant vous êtes tombés amoureux. Non, d'ailleurs vous n'y arrivez pas. Mais encore un effort, je pense que la situation va se bonifier. Nous passons maintenant à la refonte du temps de travail. Alors, la refonte du temps de travail. Donc, de quoi s'agit-il? Nous passons de 37h à 37h30. En fait, c'est l'application du dispositif légal du 6 août 2019. Donc, que nous appliquons. Donc, nous passons de 37h à 37h30 avec un jour de RTT. Alors, il y avait plusieurs martingales à déterminer. La DRH a lancé une vaste concertation auprès des agents. On a beaucoup expliqué de partout, à tout le monde, et nous arrivons à la situation suivante, c'est que on a de la chance, il y a une large majorité qui s'est détachée pour un schéma, le schéma que vous avez dans la délibération, en tous les cas la note que vous avez sous les yeux. Voilà. Donc, quand vous avez tout le détail expliqué, ça vous donne et ça vous renseigne complètement sur tous les dispositifs que nous avons sur la ville. Voilà. Monsieur Fauconvert. Oui, mettez votre micro. Le micro, oui. Le micro. Oui, vous dites que c'était distribué à tout le monde. Moi, les contacts que j'ai eus avec quelques agents m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu le papier pour le sondage. C'est une bonne idée d'ailleurs, le sondage. Ils n'ont pas eu le papier. Moi, je remarque que vous avez que 296 retours. Alors, si je me réfère au chiffre que je possède, il y a 558 agents dans la ville. Donc, ça fait un peu plus de la moitié, simplement. La façon dont ça s'est passé, pour moi, ce qu'on m'a expliqué, c'était pas une distribution de fiches, c'était le chef de service qui demandait aux agents de signer. Donc les agents ont eu à peine le temps de lire le papier. En plus, sur la feuille, il n'est nulle part marqué de supprimer la journée d'hiver, qui n'est pas une journée de RTT, c'est une journée en plus. Alors que dans la délibération, c'est clairement marqué que la journée d'hiver a été supprimée. Et les deux jours de pont pour la même chose. Voilà, c'est tout, c'est simplement mes remarques. Et je trouve que le fait que ça biaise un peu les choses, quoi. Bien, alors, sachez pour votre information que nous avons fait des groupes de travail avec les chefs de service. Voilà, que même M. Brun, même lui, qui était là. Donc, on y arrive, vous voyez. Je vous parle de la distribution des feuilles pour le sondage. La distribution des feuilles. Les distributions des feuilles, elles ont dû déjà être distribuées, puisque moi, on en a quand même suffisamment parlé. Manifestement, les gens qui étaient intéressés ont répondu, n'est-ce pas? Je parle sous le contrôle de la DRH qui est là. Que globalement, et d'ailleurs ça a reçu un avis favorable du CT, du comité technique, donc voilà, et on a tendu le bras vraiment à personne. Bon, donc je ne sais pas, là encore, à mon avis c'est peut-être la même personne qui vous a renseigné sur les masques, je ne sais pas, mais bon voilà, ici c'est le conseil municipal, c'est pas la CGT, quoi. Moi je ne sais pas très bien ce sur quoi vous reposez. Moi, en tous les cas, j'ai pas eu d'éléments. On sait me trouver quand il y a un point qui ne va pas ou un autre. Globalement, ça satisfait. Les gens sont plutôt contents. J'ai pas vu de gens qui étaient défavorables. Bon, moi, je trouvais que c'était même plutôt pas mal parce que bon, on fait jamais. Vous savez, quand vous voyez avec quelle a été
votre pourcentage de participation, moi je me dis qu'avec celui-là, on est pas mal. Hein, monsieur Faucambert? Il y a pire ailleurs. Oh non, c'est pour rire. C'est pour rire. Non, c'est pour dire qu'on ne fait pas 100%, y compris dans le recueil. D'ailleurs, ça serait suspect. Et là, je vous suivrai. Si on arrivait à faire 100% de retour de questionnaire, on se dirait, oh là là, non, c'est soviétique. Bon, mais là, non. Bien. Enfin, de toute façon, ils sont d'accord, et ils sont plutôt contents. Donc, ce qui est factuel, c'est qu'il n'y a pas marqué l'âge minimum supprimé dans le sondage. Voilà. Bien. Je mets au voix, comme ça sera plus clair. Ceux qui sont d'accord avec cette délibération, lèvent le doigt. Je vous remercie. Ouais, non, faites bien. Non, vous êtes filmés. Voilà. Contre? Bien. Abstention? Bien. Alors, prime allouée au personnel titulaire et non titulaire sur emploi permanente. Alors ça c'est encore hyper techno. De quoi s'agit-il? En fait, on ne change absolument rien à rien. Ça concerne le 13e mois, il est toujours versé en 2 fractions, mais c'est simplement la trésorerie qui demande qu'une délibération soit votée chaque année maintenant et pas tacitement reconduite comme on le faisait avant, mais ça, à défaut de sauver des forêts en papier, ça sauve des emplois, tout va bien. Bien, demande de vote, je vous remercie. Modification du tableau des effectifs du personnel municipal. Bien, alors c'est le truc hyper classique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'assurer la promotion de nos agents. Donc ils grimpent et vous avez des changements à l'intérieur des catégories. Et c'est plutôt bien qu'on assure leur promotion de la sorte. Alors vous avez certains regroupements qui sont opérés parce que c'est la politique de la ville. On essaie de condenser un peu les horaires, notamment pour les professeurs du conservatoire. On essaye de réunir, par exemple, 2 professeurs, on faisait 3 heures, 3 heures. On essaie d'en faire un qui fait 6 heures. C'est quand même beaucoup mieux pour tout le monde. Quand on le peut, parce que c'est pas toujours facile. Mais en tous les cas, c'est ce vers quoi nous essayons d'aller, ainsi que pour le PERF, aussi le service du PERF fait l'objet de cette recherche, ainsi que pour les animateurs. Voilà en gros, très grossièrement balayé cette délibération technique. Demande de vote, je vous remercie. Bien. Alors vous avez sur la table une motion, ça fait chiffre, une motion relative à la pollution sonore de l'aéroport Paris-Orly, qui a été rédigée, je le dis tout de suite, pas par mes soins, mais par l'association Drapeau. Alors, Drapeau devrait tous nous réunir, puisqu'il y a vraiment tout le monde. Il y a tous les maires, toutes tendances confondues, les associations, toutes tendances confondues. Voilà en gros, en très gros. Qu'est-ce que ça dit? Ça râle beaucoup, vous en doutez. Notamment, il faut que je vous fasse un petit résumé vite fait sur le gaz. Ça dit quoi? Ça dit que, en fin de compte, dans le cadre des évolutions européennes, vous savez que le cadre européen a prévu une évolution dans le fonctionnement des structures qui concernent les sources de nuisances et notamment qui affectent le bruit. Ça veut établir une nouvelle gouvernance aux abords des aéroports et des grandes infrastructures. Donc il a été proposé et même imposé des PPBE au niveau européen avec la fameuse directive
je la connais par cœur, mais je viens d'oublier, la 2002. Merci Manu. La 2002-30 qui justement met en place tous ces dispositifs. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que la France, une fois de plus, est hyper mauvais élève. Là où bien d'autres pays ont mis en place et font vivre des dispositifs qui, en fait, visent à réduire les nuisances, en acceptant le fait que l'activité économique est nuisante, mais s'inscrit dans un processus de réduction des nuisances. Pour l'aérien, ce sont des processus de moindre nuisance. Alors, beaucoup de pays, de régions s'inscrivent dans ces dispositifs-là. Et en France, non seulement on a un retard considérable, mais de surcroît, tout est biaisé, quoi. C'est ADP qui gère le truc, vous avez compris. ADP s'adresse à une société qui fait le travail pour elle, et les associations, les communes, tout ça, hop, coup de sifflet, bref, on n'a même pas été concerté. Voilà la réalité. Donc, ça donne l'occasion d'un petit coup de sang qui vous est proposé, et je pense que c'est tout à fait justifié, d'autant plus que la CCE d'Orly doit se réunir pour en plus nous faire avaliser ça et avaler les couleurs. Donc il y a des limites aux choses. Donc voilà de quoi il en retourne dans cette tribune. Voilà. Ok. Demande de vote? Non? Tout le monde est d'accord? Ah, il n'est pas d'accord. Oui, monsieur. Alors, est-ce qu'il veut dire pourquoi il n'est pas d'accord? Non? Parce que je fais chaque fois la même chose. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais là, monsieur, mais monsieur, là, il faut mettre le jour le logiciel. C'est hors conseil municipal. Donc, vous avez le droit de voter. Il n'y a pas de traumatisme. Ça vous intéresse pas? Ok, d'accord. Bon, très bien. À titre info, je le dis quand même, cette tribune est datée du 8 décembre. 8 décembre, je tire de disposition. Vous me dites comment on fait. D'accord? Et les gens qui sont plus malins, ils me le disent. Voilà. Bah écoutez, chacun prend ses responsabilités. Vous n'êtes pas à un vote contre près. Non, mais au fond, vous en êtes. Ça ne va pas nuire à votre avancement. Donc, écoutez, on en reste là. Moi, je fais voter et puis basta. Alors donc, je fais voter. Ceux qui sont d'accord, c'est quand même important. Je le dis avec beaucoup d'importance, avec beaucoup de poids. C'est important puisque ce sont toutes les villes que vous voyez là. Bon, derrière toutes les villes, moins M. Pasco, et c'est comme ça qu'on arrive à exister dans la ville. Bien, donc ceux qui sont d'accord, le manifestant levant le doigt, je vous remercie. Contre, voilà, il en fallait un, on l'a trouvé. Bien, eh bien, je vous remercie. Et juste pour plaisir, j'espère que vous tiendrez les conséquences et les conclusions de ce texte. Il faut arrêter de construire dans des zones où le bruit est intense et fort. Je ne sais pas de quoi vous pouvez parler, mon pauvre ami. Je ne vois pas très bien. Bien. Là, il y a écoutez, je souhaite à tous. Cette loi de vie en bonne santé dans les zones bruyantes. Je souhaite à tous un très bon Noël. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite un très bon Noël. Prenez soin de vous. Et je vous dis à l'année prochaine. Voilà.